Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi 19h, 21h, 18h, 20h, Greenwich Mean Time. Plus d'une semaine après la découverte sur les réseaux sociaux du premier rapport d'audit de la Chambre des comptes sur l'utilisation des ressources du Fonds spécial de solidarité nationale pour la lutte contre le coronavirus et l'emballage médiatique qui s'en est suivi, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, dans un communiqué daté du 28 mai dernier, reconnaît que des membres du gouvernement et d'autres personnalités ont été appelés à rendre compte de l'utilisation des fonds alloués à des départements ministériels pour faire face aux conséquences de cette grave crise sanitaire devant le contrôle supérieur de l'État et la Chambre des comptes de la Cour suprême. Suite au premier rapport d'audit de la Chambre des comptes, ainsi qu'à la flopée de documents parfois confidentiels en circulation, venus principalement des ministères de la Santé publique et de la Recherche scientifique et de l'innovation, et au regard des montants faramineux indiqués, toute la presse confondue ainsi que le commun des mortels ont depuis lors de quoi alimenter les colonnes et les conversations. Le porte-parole du gouvernement déplore l'attitude de certains qui, faisant abstraction de la présomption d'innocence, ont décidé de vouer aux gémonies certains membres du gouvernement et autres personnalités. Le porte-parole du gouvernement en appelle à la retenue et au sens de responsabilité de tous. René Emmanuel Sadi demande également à ses concitoyens de faire entièrement confiance à la justice camerounaise qui saura prendre ses responsabilités. Pour le ministre de la Communication, le Cameroun est et demeure un état de droit qui du fait du respect des procédures et de la présomption d'innocence, ainsi que de la responsabilité de tout citoyen devant les lois et règlements en vigueur, des principes sacrés de son système judiciaire. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Cédric Nouffelé. Quant à moi, je vous retrouve après pour Equinox Soir, deuxième partie. Ce sera le temps du débrief. Détournement des fonds Covid, l'aveu du gouvernement, c'est une interrogation, madame, monsieur. Pour tenter donc de répondre à cette interrogation, nous avons invité en plateau ce soir Vincent de Paul Yédé. Bonsoir Vincent de Paul. Bonsoir Serge Alain. Vous êtes conseiller municipal dans le 3e arrondissement de Douala et PCRN, c'est bien cela? La précision en valait la peine, c'est bien cela. Voilà, merci d'avoir honoré une fois de plus à l'invitation Equinox Soir. Voilà. Bonsoir, docteur Béma Marcelin. Bonsoir Serge. Bienvenue. Merci. Le RDPC est là, une fois de plus. Tout à fait. Voilà. Nous sommes là, nous sommes toujours là et nous serons toujours là. Ah, vous serez toujours là? Ah oui. Nous serons toujours là, Serge. Ah bon? Vous n'allez plus partir? Partir où? Vous étiez où? On est là. Ok, merci. Bonsoir Emmanuel Kougné. Bonsoir Serge Alain, bonsoir, merci d'honorer, n'est-ce pas, le mouvement pour la renaissance du Cameroun sur le plateau, parce que cette invitation nous va tout droit au cœur. Merci de nous donner la possibilité de dire bonsoir à nos prisonniers politiques, à nos otages, qui sont, et surtout à Maman Pilon, qui a fait la une des réseaux sociaux pour démontrer qu'elle est encore là. Elle n'est pas, contrairement à ceux qui pensaient briser son moral, ce n'est pas le cas, même si ses enfants ont été chassés de Saint Mélima, ils se retrouvent tous à Yaoundé. Elle est encore là. Bonsoir à tous les autres, je ne vais pas les citer. Ils sont à Yoko, ils sont en Fou, ils sont à Douala, ils sont plus de 200 dans les geôles, n'est-ce pas, infestes de la dictature. Ok. Bonsoir, Maître Augustin Gefak, bienvenue. Serge Alain, bonsoir à tous les téléspectateurs. Vous savez, pour venir sur votre tableau, sur votre plateau, il faut se battre pour trouver dans sa tête un élément qui peut vous donner un peu la joie. Parce que ce qu'on débat ici, il faut être très fort pour encourager. J'en profite donc pour passer un bonsoir spécial à maman Agathe depuis Santa Barbara, celle-là qui a pu réunir mon petit frère Hervé à sa charmante dame Chanty. Bonsoir à vous, c'est moins de stress. Merci. Okay. Merci. Bonsoir spécial
au président du conseil régional du littoral, qui depuis ce matin, le président Banlo est en plein conseil, en plein conseil régional. Son premier conseil a débuté ce matin. Je crois que de fête, ils vont aller pour peut-être 2 ou 3 jours. Bon, je lui dis félicitations. On espère qu'il y aura un bilan. Bien sûr, il y a toujours le bilan. Je voulais aussi dire bonsoir spécial à monsieur l'adjudant-chef Mohamed Aziem, en service au peloton routier de DEA. Il sait pourquoi, je lui dis bonsoir. Et nous on sait donc tout le peloton comprendra. Le peloton, c'est une affaire de peloton? En fait, c'est une affaire de travail. C'est un Camerounais digne. Ok. Il honore le Cameroun par son travail, par le service rendu. Ça c'est bien. Ok. On salue bonsoir. C'est la brigade gendarmerie de DEA. Le peloton mobile. Le peloton mobile de DEA. Ok. Et nous regardons ce moment. En ce moment, ils sont scotchés. Voilà. Je voulais dire bonsoir. Ils sont scotchés, ils ne sont pas en route? Mais il y a le poste. Tout le monde n'est pas en route. Ah, ok. Voilà, il y a le poste. Lui, il est au poste. Il est au poste. Ok, ça c'est bien. Okay, voilà. Merci. Je voulais dire bonsoir à toutes les mamans du Cameroun, spécialement à la famille, la grande famille d'Omongo. Okay. Toutes les mamans d'Omongo. Je leur dis bonsoir. Okay. Elles sont aussi scotchées. Merci. Voilà, je reste avec vous, Dr Bima. Vous avez parcouru ce communiqué du ministre Sadi. Quel commentaire pour vous? Qu'est-ce que ça vous inspire comme premier commentaire chaud lorsque vous avez eu à parcourir ce document? Non, je pense que le ministre Sadi est en train de vouloir éclairer l'opinion. Je pense que ceux qui ont lu le communiqué comprennent. Par rapport à votre thématique, moi je trouve ça un peu tendancieuse. Parce que la thématique, quand vous lisez le communiqué, le ministre demande aux gens de se calmer. Il demande aux gens de se calmer. Oui, il n'y a pas le feu. Parce que ça va dans tous les sens. Les gens vont plus que la musique. Voilà. Alors que le gouvernement est en train de faire le travail. Moi, je ne vois pas où on dirait que le gouvernement a avoué. Il faut parler d'un aveu. Bon, je voulais savoir de quoi il est question exactement. Parce que pour l'aveu, moi, je pense qu'on demande aux gens que tout le monde reste dans la présomption d'innocence. Le maître est là. Oui. Voilà. On ne peut pas condamner les gens sans toutefois avoir démontré de quoi ils sont coupables. Il faut d'abord démontrer la culpabilité avant de condamner. Donc je pense que le gouvernement, le président de la République, en créant cette commission pour la gestion du Covid, voilà, en créant cela, avait aussi créé les mesures de gestion et les mécanismes de contrôle. Moi, je pense que c'est de ça qu'il est question. Ce n'est pas la seule caisse qui existe au Cameroun. Il y a d'autres caisses où les gens, après avoir utilisé l'argent, après avoir géré, il faut rendre compte. Moi, je pense que c'est de ça qu'il est question. Il ne faut pas qu'on continue à exagérer, parce que ça, c'est de l'exagération. Je pense qu'il n'y a rien de grave. Il n'y a rien de grave. Il n'y a rien de grave, là? Il n'y a rien de grave, Serge. Les gens sont en train de dire comment ils ont géré les fonds. Quand on les demande, ce n'est pas une interpellation en tant que telle. On leur demande de venir s'expliquer seulement comment ils ont géré, c'est tout. Moi, je pense qu'il n'y a rien qui est grave là. Personne n'est encore coupable là. Nous attendons. Et comme c'est à la justice, moi, je pense même que le fait même de trop parler de ça, ça va faire une corruption psychologique par rapport aux magistrats. Parce que là, maintenant, c'est... Donc, vous, on ne devrait plus en parler. Non, on peut en parler. Je n'ai pas dit qu'on n'en parle pas, mais cette exagération n'a pas lieu d'avoir lieu, n'a pas sa place. D'accord. Voilà. Il y a un point d'interrogation, hein, docteur. Oui, c'est même pour cela que... C'est pas affirmatif. Effectivement, c'est même pour cela que j'ai accepté ouvrir ce pas. Parce que j'ai vu le point d'interrogation. Sinon... Merci. Voilà. Vincent Boyede, pour vous, le ministre a dit, qu'est-ce qu'il veut... Quel est le message qu'il voulait faire passer dans sa sortie du 28? En réalité, nous, au PCRN, on a décidé de ne pas trop s'aventurer dans le commentaire de ce rapport qui est apparu dans les réseaux sociaux. Oui. Nous sommes restés circonspects, en ce sens que ni la Chambre des comptes, ni le gouvernement n'a démenti la qualité du document. Voilà. La Chambre des comptes non plus ne s'est approprié ce document. Oui. Et la sortie du ministre de la Communication aurait pu nous éclairer pour nous dire non,
les supputations que vous faites, c'est sur la base d'un faux document, Voilà. ce qui n'affirme pas. Donc, on laisse les Camerounais dans leurs élucubrations, dans leur recherche effrénée de la vérité, qui essaie de comprendre. Parce que toutes les interventions jusqu'alors, c'est des interventions qui tendent à mettre la pression sur le fait que si jamais le contenu de ce rapport que personne ne reconnaît est vrai, que les coupables soient sanctionnés. Donc, je crois que le ministre de la Communication a raté là une sortie qui devait rassurer. Vous dites que le rapport, personne ne le reconnaît. La Chambre des comptes a démenti. Elle ne se l'est pas appropriée. La manière la plus simple aurait été de publier ce rapport dans son site. Oui. C'est tout aussi simple que ça. Là, on pouvait donc valablement s'exprimer là-dessus, tout en sachant que c'est elle qui publie cela. Mais c'est une fuite qui arrive. Est-ce que il n'est signé de personne. Est-ce que c'est un document qui est corrompu? C'est-à-dire que car certaines lignes qu'on a modifié un certain nombre de choses. Vous savez très bien que quand on prend un texte, si on le met dans Word, on peut en changer le contenu et le reproduire. Personne ne nous dit que ce texte-là est faux. Personne ne nous dit que ce texte-là est vrai. Donc, nous pensons que seuls les magistrats qui sont actuellement en train d'entendre les ministres vont nous situer sur la véracité des faits qui semblent leur être reprochés jusqu'à présent. Et c'est là où la population et tous les citoyens devront faire une veille de telle sorte que, en cas de véracité de cette faute de gestion, de ces détournements, que toute la rigueur de la loi s'abatte sur les concernés. Mais pour l'instant, on peut quand même comprendre qu'à un moment donné, que le ministre ait voulu, parce qu'il ressent cette pression, cette montée d'adrénaline de la part des populations, n'est-ce pas, qu'il les appelle un peu à un peu plus de modération. Donc je crois que sur ce point-là, on peut le comprendre. Mais il aurait pu faire mieux en fixant définitivement les Camerounais, en levant le doute sur le document qui circule. Or, jusqu'à présent, personne ne l'a assumé, comme je l'ai dit. Et personne non plus n'a démenti. Même le représentant du RDPC qui est ici ne nous a pas dit que c'est un faux document. Voilà. Non, j'ai dit c'est un tract, puisqu'il n'est signé de personne. Ce document n'est signé de personne, mon cher. C'est un tract. Pour moi, c'est un tract. Bon, ce n'est pas moi qui gère l'émission. Quand Serge nous invite ici, on vient seulement parler. Mais sinon, je ne peux pas donner à Serge la leçon d'orienter son émission. C'est pour cela que je ne voudrais pas... Et vous dites que c'est un tract? C'est un tract. C'est un tract. Il n'est signé de personne. Il n'est reconnu de personne. Et le ministre Sadi parle donc de quel document là? Il s'appuie sur quoi pour demander à la population de cesser de jeter l'opprobre sur certains membres du gouvernement? Il s'appuie sur ce qui est dit par les médias. Le ministre a dit? Mais je crois que c'est de ça que les questions. Il s'appuie sur ce qui est dit dans les médias un peu partout, parce qu'on parle de ça partout. Oui. Peut-être que vous êtes en retard en parlant de ça ce jour. Mais non, on en parle depuis. On en parle depuis. Voilà. Donc il parle de cela. Mais sinon, quand vous prenez le document lui-même qui a été mis à la toile là, oui, il est signé de personne. Personne l'a reconnu après. Même les magistrats ne l'ont pas reconnu. Quel magistrat? Mais les magistrats de la Chambre des comptes. Est-ce que vous avez lu Takala? Je crois que c'est de... Kalara? Kalara. Oui. Kalara de... c'est Onobio... Je crois que c'est son nom. Christophe Bobiokono. Oui, oui. Mais il a titré sur ça la semaine passée. Il a dit même les magistrats, on connaît son implication dans le milieu juridique. Même les magistrats ne se reconnaissent pas dans tout ce qui est dit là-dedans. Donc on voulait que les gens se reconnaissent dedans. Ça dit que qui est à l'origine de ce document? C'est pour ça que moi je l'appelle tract. Ok, on vous le concède. Emmanuel Kouni, sur cette sortie, on va d'abord rester sur l'opportunité même, la sortie du ministre de la Communication. Je crois que le ministre, pour ma part, s'est bien fourvoyé dans cette affaire. Parce que 180 milliards, c'est suffisant pour être considéré comme des fonds pour un projet.
la riposte contre le Covid-19 est un projet. Et on l'a vu ailleurs. On a vu en France, par exemple, puisqu'on prend toujours l'exemple de la France. Les fonds qui ont été mis à disposition pour la Covid-19 ont été répartis. Les fonds n'ont pas été répartis par un ministère. Les fonds ont été répartis 7 milliards pour la riposte sanitaire, 25 milliards pour le chômage partiel. C'est-à-dire que l'État a décidé de prendre en charge une partie des salaires, et parfois même la totalité des salaires des employés qui étaient confinés, qui étaient en chômage, et dont tout cela était dû au Covid-19. Et il y a eu d'autres fonds pour les PME, d'autres fonds, etc. Tous ces fonds ont été orientés vers ces dispositions. Mais chez nous, ceux qui nous gouvernent ont cru que les fonds mis à leur disposition, c'était pour acheter les masques et tout un tas de trucs. Alors que les entreprises, ils ont eu plus de 500 milliards, n'est-ce pas, de pertes financières. Les entreprises même, je crois que c'était au mois de mai-juin 2020, le GICAM a fait un premier rapport pour dire qu'ils avaient une perte de près de 3 000 milliards de chiffre d'affaires. Donc, cela suffisait pour que l'État se demande qu'est-ce qu'on a fait cet argent. Parce que je vous signale que c'est en avril-mai 2020 que le G20 a décidé de nous accorder ce moratoire. Parce qu'en fait, il ne s'agit pas d'un mouvement de trésorerie. Il s'agit ils nous ont demandé, sur les 720 milliards de dette extérieure, de retenir 230 milliards pour la Covid-19. C'était ça l'enveloppe globale. Et puis, on devait mobiliser ces fonds avant de l'utiliser. Ils devaient s'assurer que ces fonds sont mobilisés, bien entendu. Donc, dès lors qu'on avait eu cette opportunité, il eût été de bonne gestion de la chose publique que des dispositions soient prises pour qu'on puisse savoir où on les affecte. Mais à défaut de quoi, les gens sont débrouillés à distribuer ça dans les ministères. Je crois que pour des fonds de cette nature et de cette hauteur, il faut d'abord faire un cadrage macroéconomique du projet pour dire comment est-ce qu'on organise ce projet, et puis un cadrage budgétaire pour dire quelles sont les orientations que nous devons donner à ce budget. On ne distribue pas l'argent au ministère, parce qu'il y a plein de ministères qui ne sont pas concernés par cette affaire, qui ont eu des fonds. On leur a envoyé de l'argent, c'était pour quoi faire. Donc, moi je pense qu'il y a un gros problème là-dedans. Moi, les voleurs même, mon problème n'est pas à ce niveau. Mon problème c'est que le pays n'est pas gouverné. Parce que même si on fait une faute comme celle-là, il lui fallut que le gouvernement, par moment, dans cette période de crise, que les gens puissent s'asseoir pour évaluer la manière dont, n'est-ce pas, cette opération est gérée. S'il y avait des conseils de ministres au Cameroun, on ne serait pas en train d'écrire des correspondants dans tous les sens. Le chef de l'État pourrait, en conseil de ministres, 2 semaines après, demander, n'est-ce pas, qu'on lui présente l'évolution de la situation et puis donner des instructions, même verbales, pour permettre aux gens de travailler. Mais vous ne pouvez pas rester chez vous pendant 2 ans, 1 an et demi. Et un matin, on vous dit qu'on a volé 180 milliards. Il n'existe aucun pays au monde où les gens peuvent voler 180 milliards. Ou bien les gens peuvent gérer 180 milliards comme ça, l'emporte-pièce, et après on dit on a donné 20 milliards de ce côté, on a donné 30. Mais alors, pendant qu'il le faisait, où était le capitaine du bateau? Parce qu'on a l'impression que ce sont les ministres et que toutes les relations sont horizontales. Personne n'est le chef de l'autre. Même quand le Premier ministre parle, on lui dit que tu as été nommé dans le même décret que nous. Et ça pose énormément de problèmes. On ne peut pas gouverner le Cameroun comme si le Cameroun était une épicerie. Moi, je crois que c'est tout ce gouvernement qu'il faut emballer. Pour moi, je ne pense pas qu'il y ait un seul membre du gouvernement qui doit pouvoir être considéré comme n'être pas. Même le chef de l'État est concerné par cette affaire. Pour moi, pour ma part. Parce qu'il n'a pas fait son travail. Il fallait faire comme les gens ont fait ailleurs. Quand on dit on met 25 milliards pour la riposte, pour la riposte en ce qui concerne les salaires des employés, on dit indemnité. Comment on appelle ça, on dit chômage partiel. On met une somme et puis c'est le ministre de l'Emploi, du Travail, qui s'en occupe, qui s'assure que les fonds sont allés à gauche ou à droite et qui s'assure. Parce que même les travailleurs de maison étaient payés en France. Donc chez nous, on devait se rendre compte que, par exemple, dans les. Comment on appelle encore ça, dans le milieu touristique, on a vu des hôtels fermés carrément boutiques. On a vu des hôtels fermés boutiques et rien n'a été fait. Alors que des fonds étaient mis à leur disposition. Comment est-ce qu'ils ont pu trouver l'astuce de ne pas comprendre que ceux-là qui ont perdu leur emploi pendant cette période, parce que les hôtels ne pouvaient plus fonctionner, ils n'ont pas pu comprendre que ces gens-là étaient concernés par ce problème. Parce que les gens font comme si cet argent nous était donné pour acheter les masques, acheter les gels. Non. C'était bien précisé. Quand il y a le côté social, il y a le côté économique, il y a le côté, n'est-ce pas, sanitaire. Mais ils ont tout mis dans le côté sanitaire
Et puis, ils sont partagés, ils ont distribué l'argent même dans les ministères qui ne sont pas concernés du tout par cette affaire. Et je crois que c'est une faute grave. Ça prouve que le gouvernement, ceux qui nous gouvernent, n'ont rien compris de leur tâche. Et pour ma part, je crois que la faute est gravissime. Entre eux, ils vont certainement trouver des gens qui ont fait ceci, qui ont fait cela, ils vont dire qu'ils vont les mettre en prison. Mais pour ma part, il faut évacuer ces gens-là. Ils ne sont pas à leur place. Ils ne sont pas capables de gouverner le Cameroun. Le Cameroun ne peut pas être un pays aussi sérieux, un pays avec des gens aussi intelligents, un pays avec des ressources aussi importantes, n'est-ce pas, se mettre entre les mains inexpertes de cette manière. Parce que c'est honteux pour nous. Je ne crois pas qu'il y ait un autre pays où les gens ont géré les fonds Covid-19 de cette manière. Voilà. Maître Augustin Gueffard, le ministre Sadi apparaît là comme protecteur et protège les autres membres du gouvernement. Pour vous, est-ce que c'est une espèce de retour à la solidarité gouvernementale à travers ce communiqué? Ces gens-là, le docteur Bema m'a appelé à rescousse pour expliquer davantage le contenu de ce communiqué. Ce que nous devons évacuer, il ne s'agit pas pour nous ici de discuter du rapport de la Chambre des comptes. Oui. Il s'agit pour nous de nous prononcer sur le communiqué du gouvernement. Alors, à la première question de savoir, est-ce que l'État reconnaît les travaux du CONSUPE et de la Chambre des comptes? Je réponds par oui en lisant le ministre de la Communication. Il dit: c'est ainsi que des membres du gouvernement et autres personnalités ont été appelés à en rendre compte devant les institutions compétentes, au nombre desquelles le ministère en charge du contrôle supérieur de l'État et la Chambre des comptes de la Cour suprême. Et il enchaîne. Les investigations menées par ces instances de contrôle de gestion ont abouti à la production des rapports sur la base desquels le chef de l'État a instruit des enquêtes judiciaires actuellement en cours près le tribunal criminel spécial. Il n'y a plus lieu à conjecture. La Chambre des comptes a rendu sa part de rapport. Non, il parlait de ce rapport, il trouve que comme ce n'est pas signé, ce n'est pas le bon. Non. Vous savez, dans le RDPC, on a l'art de critiquer ce qu'on n'a pas lu. Nous prenons la peine de lire ce qu'ils ont écrit pour comprendre quel est le contenu. Alors, Dr Bema, lui, il nie. Mais le ministre de la Communication dit: la Chambre de comptes a rendu son rapport, le contrôle supérieur a rendu son rapport, ça forme au pluriel des rapports. Lesquels rapports ont été portés à la connaissance du président de la République, lequel a instruit les enquêtes qui sont actuellement en cours devant le tribunal criminel spécial. Donc, pour celui qui est venu ici spéculer, vous n'êtes pas en harmonie, ni avec le gouvernement, ni avec le parti, encore moins avec ceux qui vous regardent. Il ne s'agit pas des mêmes rapports. Hein. Faut vous dire. Si vous avez les vôtres, voici ce que moi j'ai compris. Oui. Deuxième chose. Au départ, n'a pas de signature. Deuxième chose. C'est ça que j'ai appelé le tract. Que devons-nous comprendre dans le communiqué du gouvernement? Le gouvernement dit, pour commenter de ces procédures qui sont actuellement en cours, pour reprendre son expression, nous devons tenir compte de la présomption d'innocence. Ensuite, de quoi? Bon, comme il n'a pas lu, je m'en tiens d'abord à la présomption d'innocence. Allez-y, je vous ai interpellé pour la présomption d'innocence. Le président, est-ce que le gouvernement marque ainsi un aveu? Je dis oui. C'est la manifestation d'un médiocre lorsqu'il est réveillé. Qu'est-ce qu'il fait? Il se bat. Je suis d'accord avec Vincent de Poliédé qui dit que cette sortie était malvenue. Pour comprendre ce que tente de faire le gouvernement, c'est que comme le gouvernement a le choix des poursuites, en droit c'est l'opportunité des poursuites. Alors, vous les journalistes, vous devenez dangereux. Et c'est en cela que nous comprenons mieux le défunt professeur Tchadé Yone, qui dit que vous, à l'heure actuelle, vous êtes en train de tenter d'induire le peuple en erreur. C'est-à-dire en leur expliquant la vérité. Alors, lui ne veut pas que vous expliquiez cette vérité-là au peuple.
En langage journalistique, c'est n'induisez pas le peuple en erreur. Parce que voyez-vous, si vous dites la vérité au peuple, nous serons obligés de poursuivre tous ceux qui sont dans la chaîne. Maître, qui détient la vérité ici? Tout le temps que vous avez parlé, même m'ayant indexé, je ne vous ai pas répondu. S'il vous plaît, laissez-moi finir. Alors, si donc vous expliquez tout le cheminement, qui sont les intervenants, ce qu'ils ont fait, alors la honte à un moment donné va les envahir et ils n'auront plus un choix à opérer pour déférer devant la justice tout ce qu'on doit déférer. Je vous rappelle, pour ceux qui connaissent bien qui est à la tête du tribunal criminel spécial, c'est une femme qui n'a que sa conscience et la loi. Souvenez-vous, elle a débarqué un ministre, elle l'a placé, on a dû utiliser le village, la ville, l'international et tout pour sortir ce ministre de ce trou. Pour elle, quand c'est A, c'est A. Je ne donne pas son nom. Alors, le gouvernement sait qui est cette dame. On ne peut pas la démettre maintenant. Alors, pour la contrôler, la contenir, il faut choisir les individus qu'on va lui présenter. Parce que si on présente tout le monde, celui qui aura volé va rendre gauche. Or, à l'heure actuelle, pour ne pas présenter tout le monde, il faut éloigner les médias. Si on n'éloigne pas les médias, vous allez dire qui des 25 institutions a manipulé quoi? Parce que les rapports sont rendus publics. Là, vous n'aurez pas enfreint la loi. Parce que, souvenez-vous, le président de la République a dit, si la Chambre de comptes produit un rapport, il doit être rendu public. Si le contrôle supérieur est produit, il doit être rendu public. Le Premier ministre a entériné et le ministre des Finances a clôturé. Donc, en commentant, en rendant public ces rapports, vous les journalistes, vous n'êtes pas en train de piétiner la loi. C'est pourquoi vous allez voir dans ce communiqué, ils ont pris la peine cette fois de ne pas citer un article du code pénal. Parce que si on suivait le docteur Bema, avec cette logique, on devrait voir en premier plan propagation de fausses nouvelles. Vous voyez que ça ne tient plus. Maintenant, il rentre dans la philosophie comportementale. Et je suis convaincu que vous êtes sociologue. Alors, vous devez mieux expliquer au peuple ce que lui, il craint dans la deuxième strophe, où il demande de ne pas... Comment il dit ça? Déplore cet état, on appelle à la retenir au sens de responsabilité. Oui. Le sens de la retenue, non, ce n'est pas seulement ça. C'est-à-dire que vous devez vous abstenir de rendre... Non, c'est la vindicte populaire. Oui. Vous ne devez pas livrer ceux qui sont déjà pointés du doigt à la vindicte populaire. Mais puisqu'ils ne sont pas encore jugés. Il faut donc dire cela en droit. Quand ils ne sont pas encore jugés, ils sont présumés innocents. Voilà. Et quand ils sont présumés innocents, la loi sur la bonne gouvernance leur demande de rendre compte. Et le peuple qui doit payer cet argent a le droit de voir, de voir comment il les rencontre. Alors, comment on peut interdire à celui qui paye la note de voir comment on est en train de dépenser son argent? On a interdit personne. C'est ce que le communiqué dit. C'est ce qui est en train de se passer. C'est ce que le communiqué dit. Seulement de ne pas exagérer. Non, nous ne sommes... Vous avez le thermomètre de l'exagération. Oui, mais bien sûr. Tel que vous parlez, M. Kouye, vous ne pouvez pas dire que vous n'êtes pas en train d'exagérer. Mais la température, à quel niveau le Cameroun n'est pas gouverné? Vous ne pouvez pas... Je dis qu'aucun pays au monde ne peut avoir 180 milliards de francs CFA gérés et puis on se rend compte après coup. Tout le monde vous connaît. Ça n'a jamais existé. Tout le monde vous connaît dans votre façon d'être excessif. Docteur Bema, oui, est-ce qu'on peut être au moins d'accord que le peuple a le droit de regarder? Oui, mais c'est pour cela que le communiqué le dit. Jusqu'à présent, docteur Bema, est-ce que vous pouvez expliquer à tous ceux qui nous regardent ce qui a été exagéré par les médias camerounais? Non, je vais donner juste deux exemples. Oui, on a condamné, un seul exemple. On a condamné certaines personnes. Non, dans le cadre de ce dossier. Rien que dans Covid, c'est Covid. Fonds Covid. Oui, mais quand fonds Covid, on a condamné certaines personnes. Vous du RDPC. On demande seulement que les gens aient de... Vous en avez l'habitude de condamner les gens. Vous m'avez demandé de vous accompagner. Les enfants sont en prison là. Accompagnez-moi en disant au peuple que, à l'heure actuelle, les journalistes ont exagéré à tel niveau. Dites-le. En condamnant
certaines... Donnez le nom d'un seul. Ils ont fait quoi? Mise en cause. J'ai 167 enfants à partir par les journalistes. Donnez le nom d'un seul. Vous exagérez. On doit aussi tout le temps avoir le nom du ministre de la Santé. Ne faites pas. Mais tout le temps, c'est le nom du ministre de la Santé. Ne faites pas l'exégèse. C'est vous qui prononcez le mot ministre de la Santé. On doit prononcer. Mais puisque vous insistez que je prononce le nom, c'est pour vous calmer que je le fais. Vous insistez que je prononce le nom alors que vous savez de qui je parle. C'est lui le chef de département. Il doit rendre compte. Mais il n'a pas refusé de rendre compte. Il est en train de rendre compte. Bien sûr. Dis donc qu'il est en train de rendre compte. Est-ce que c'est une faute? Est-ce que c'est une faute? Non, vous ne le dites pas comme ça. Comment le disons-nous? Vous le dites en train... Vous êtes même déjà en train de le condamner. Pourquoi on ne doit pas le condamner? Vous êtes en train de le condamner. Il n'y a pas de prévenu en prison. Mais, maître, souvenez-vous qu'il vient de parler des voleurs. Hein? Bien sûr. Monsieur Kounié, il vient de parler des voleurs. Bon, où est la preuve de ce vol? Attendez. Nous attendons. Comment? Revenons un peu à autre chose. Oui. Souvenez-vous les précédents communiqués du même porte-parole du gouvernement quand il s'agissait du MRC sur les casses. Qu'est-ce qu'il disait, les communiqués? Comme vous êtes du MRC, dites-nous. Mais ça vous fait mal aussi, je suis du MRC. Mais est-ce que j'ai dit que... C'est parce que vous ne voulez jamais vous prononcer. Dites donc que Dites donc que je le suis et je le suis. Bon, maintenant, avançons. Je suis fier que vous avez accepté ce jour que vous êtes du MRC. Avançons. Parce que depuis 6 mois, on tourne ici, vous me dites que vous êtes de la société civile. Maintenant, je suis content. Et tout le monde a suivi que vous êtes du MRC. Avançons. Maître. Avançons. Oui. Avançons. Là, on avance. Le même ministre avait dit dans un communiqué que les casses, c'est le MRC. C'est elle. Est-ce qu'il n'avait pas jeté celui-là à la vindicte populaire? Alors, vous donc dites... On avait les preuves. Mais on est à quel niveau? Ce n'est pas le thème. Ce n'est pas le thème. Nous sommes ici. C'est vous qui Nous sommes ici, à l'heure actuelle. Oui. Quel est l'homme qu'on a jeté en pâture, que dont le nom ne ressort pas des rapports cités par le même ministre, c'est-à-dire le rapport du Consupé et le rapport de la Chambre des comptes? Donner un seul nom, qu'on est allé arracher au quartier. Donc le rapport est une condamnation? C'est pas... Bon, on ne se comprend pas, docteur. Parce que quand vous parlez de rapport, tu vas avoir la parole et puis tu vas... Vincent de Paul Guédé, est-ce que ce qui se passe aujourd'hui semble quand même... Je vous en prie. Ce qui se passe aujourd'hui semble quand même inédit. Est-ce que vous avez déjà de mémoire d'hommes, de politiciens, vu le peuple camerounais être autant assoiffé de justice? Le cas Covid-19. Non. Les Camerounais veulent la vérité. Il y a une veille. C'est un problème de santé? C'est ça qui fait? Non, il y a une veille citoyenne. Oui. C'est-à-dire que le peuple camerounais désormais s'intéresse à ce qui se passe dans son pays. Il s'intéresse à ce que font les gouvernants. Il s'intéresse à ce que font tous les acteurs politiques. C'est pour cela que ceux qui sont en charge de la gestion de ce pays doivent faire extrêmement attention. C'est-à-dire que nous ne sommes plus en 2000 ou en 2010. Oui. Nous sommes en 2021. 2021. Nous sommes en 2021. Alors, je voudrais tout simplement dire que le Cameroun s'était engagé à faire... Vous comprenez pourquoi le ministre de la Communication demande un peu plus de retenue? On peut comprendre qu'il demande un peu plus de retenue. Parce qu'en réalité, comme le disait Maître, ils sont quand même pris à leur propre jeu. Voilà. C'est-à-dire que dans d'autres circonstances, ils auraient déjà mis tout le monde en prison, sans respecter la présomption d'innocence qui est évoquée ici, sans faire allusion au respect des droits des uns et des autres. C'est quand même assez embarrassant pour le gouvernement, au vu du nombre de personnalités impliquées. C'est quand même embarrassant. C'est-à-dire que ce serait totalement un tsunami que de vouloir mettre le grappin sur tout le monde. Donc, il veut se donner le temps de démêler les chevaux et peut-être en fonction de ses priorités, de sacrifier quelques têtus. Je vous pose la même question. Est-ce que le ministre Sadi veut protéger ses collègues, membres du gouvernement? Est-ce qu'il y a un retour à la solidarité? Parce qu'à un moment, on parlait de cette solidarité-là qui manquait au sein du gouvernement. Est-ce qu'à travers ce communiqué, le ministre veut
entre guillemets, protéger ses collègues qui, depuis, comme on le dit, sont livrés comme ça à la vindicte populaire? Non, je ne pense pas. Je crois qu'il s'agit plutôt là du climat social qui est délétère actuellement. Parce que, il vous souvient que c'est le chef de l'État lui-même qui a inscrit ces différentes enquêtes judiciaires qui sont en train de se faire aujourd'hui. Donc, il ne peut pas venir dire le concret de ce que le chef de l'État lui-même a recommandé. Bon, mais maintenant, c'est l'engouement populaire. C'est les risques de débordement, n'est-ce pas, qu'il évite. Et justement, il demande de faire confiance à la justice camerounaise. Et Maître venait de dire qu'il y a un magistrat là-bas qui applique la loi les yeux fermés. La présidente du TCS. Voilà. Donc, il a peut-être raison de nous demander, au peuple, en fait, je ne pense pas qu'il s'adressait uniquement aux journalistes, mais au peuple, d'une manière générale, et à tous les différents acteurs, de laisser que la justice fasse son travail. Et en réalité, si on continue comme ça, on risquera d'instrumentaliser la justice. C'est-à-dire qu'elle va se mettre à poser des actes qui vont avoir une connotation politique. Et pourtant, il n'est pas question de ça ici. Moi, je pense que les magistrats, effectivement, doivent faire leur travail en toute sérénité. Et il faudrait qu'on leur permette de faire ce travail. Ok. Oui. Ils le feront, justement. Oui, docteur Bemont, les magistrats feront le travail. Oui, oui. Le ministre a dit qu'on est dans un état de droit. Il ne faut pas que les gens pensent que nous disons que nous protégeons ceux qui ont pillé. Non. Le RDPC n'a donné l'option à personne d'aller piller. Je pense que c'est de ça que la question. Mais nous disons seulement qu'il faut que les faits soient établis avant de condamner. Parce que c'est des responsables des familles. Est-ce qu'on peut empêcher, prenons le cas de la presse, le rapport, il est là, il est sorti, pour empêcher la presse d'en parler? Lequel rapport? Le premier rapport d'audit. Il est signé de qui? Vous voulez qu'il soit signé de qui? Par celui qui a fait le rapport. Non, moi, je voulais savoir. Qui a fait le rapport? Je ne sais pas. C'est vous qui parlez du rapport. Moi, je n'ai pas ça. Le ministre Sadi parle de quel rapport? Le ministre Sadi? Oui. Le ministre Sadi, c'est un membre du gouvernement. Vous avez lu le communiqué? Oui, bien sûr. Il parle de rapports. Oui, il parle des rapports. Oui. Est-ce que vous avez des rapports? Chambre des comptes. Est-ce que vous avez des rapports? J'ai le rapport de la Chambre des comptes. Vous avez le rapport. La Chambre des comptes. Des rapports. J'ai le rapport de la Chambre des comptes. Donc, ça veut dire que vous n'avez pas tout. Et peut-être ce que vous n'avez n'est pas authentique. Vous avez l'authentique? C'est ce que moi je pense que ce n'est pas authentique. Parce que si c'était authentique. Vous avez dans l'authentique, docteur Bemont. Oui, il n'y a même pas de rapport. Non, vous avez dit que le ministre, on parle du comité du ministre Sadi. Il y a le rapport authentique, mais il est là-bas. Où? Là où il doit se trouver. Mais puisque le peuple s'appuie sur ce rapport-ci, pourquoi le ministre Sadi demande quoi? Pourquoi le ministre Sadi appelle à la retenue? Le peuple s'appuie sur ce rapport-ci. Mais puisque c'est déjà un tract, il y a un tract qui est dehors. Faut faire et le ministre Sadi s'appuie sur le tract pour faire un communiqué qui engage. Il a dit des rapports. Il a dit des rapports. Serge, vous continuez à me dire le rapport. Non, on parle de ce que nous avons sous nos yeux. Mais est-ce que c'est de ça que le ministre parle? Il parle de quoi? Est-ce que c'est de celui-ci? Il parle duquel? Non, je vous pose la question. C'est vous qui avez toutes vos données. Non, il parle duquel alors? Ce n'est pas celui-ci. Moi, je pense qu'il parle des documents qui sont au Consupé. Ah, pas de la Chambre des comptes. Et de la Chambre de comptes, puisque ce sont des rapports. Vous en avez un seul. Et vous parlez des rapports. Non, je suis confondu. C'est dommage. Voilà. Emmanuel Pougnet, je vais vous lire ce passage. Le gouvernement de la République réitère que le Cameroun est et demeure un état de droit qui fait du respect des procédures, de la présomption d'innocence ainsi que de la responsabilité de tout citoyen devant les lois et règlements en vigueur des principes sacrés de son système judiciaire. Je crois que le ministre a dit, il a peut-être parlé, mais je suis sûr qu'il ne s'entend pas parler. Comment ça? Il ne s'entend pas parler parce qu'il ne peut pas me dire ce que 167 de mes amis politiques font en prison depuis 9 mois. Il ne peut pas nous le dire. Il ne peut pas nous dire ce que Alain Foguet fait en prison. Il ne peut pas nous dire ce que Bibou Nissa, qui a été arrêté chez lui devant femmes et enfants, font en prison. Et ils sont là depuis 9 mois, ils n'ont pas été jugés. La présomption d'innocence n'est pas intégrée. Voilà un état de droit. Non, je crois qu'ils sont en train de se perdre en conjecture dans des propos de cette nature pour nous distraire sur les faits actuels et les faits futurs. Parce qu'il y a des faits futurs gravissimes qui arrivent. Moi, je crois que nous devons regarder cette affaire très sérieusement. Les faits gravissimes qui arrivent. Okay. Pourquoi est-ce que je dis, pourquoi est-ce que je le dis? Les bailleurs de fonds, les G20,
à travers le Fonds international, nous a accordé un différé de 230 milliards sur notre dette. Notre dette extérieure qui était de 720 milliards. Il était question que dans 3 ans, nous puissions payer cette dette. C'est-à-dire, cette dette, nous allons mobiliser ces fonds qui devaient servir à payer la dette, mais nous n'allons pas payer, nous allons utiliser pour riposter contre la Covid-19. Et je tiens à vous signaler que les 720 milliards de dette extérieure, ça c'est la dette multilatérale, va continuer à augmenter. Et quand on va arriver à 2023, on sera peut-être à 1000 milliards. Il faudrait ajouter 230 milliards sur les 1000 milliards, sans compter qu'aujourd'hui, ils sont en train d'essayer d'acheter les eurobonds pour rembourser les 500 milliards d'eurobonds qu'ils avaient achetés, et ils n'arrivent pas à s'en sortir. Donc nous allons nous retrouver en 2023 avec un budget de environ 4500 milliards, puisqu'il ne va pas forcément augmenter compte tenu de la conjoncture, avec plus de la moitié orienté vers la dette. Donc nous ne pourrons plus ni payer les salaires des fonctionnaires, ni gérer quoi que ce soit. C'est-à-dire que nous avons un pays qui est en train d'aller tranquillement vers la faillite, vers la banqueroute. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, tout ce qu'ils font là, est-ce qu'ils vous ont dit qu'on peut retrouver ces fonds? Parce qu'on prendra 4-5 personnes ou 10 personnes qu'on va mettre en prison. Et puis, silence radio, on ne parlera plus de ça, puisqu'on a vu d'autres cas où les gens ont détourné des fonds, où ils ont été envoyés en prison, mais personne ne nous a dit comment on devait faire, n'est-ce pas, pour rentrer en possession de ces fonds-là. Donc, ils sont c'est-à-dire au plafond de leur forfaiture. Ils sont en train d'arriver à un stade où ils ne peuvent plus avancer, et ils organisent des affaires comme ça, ils nous font bavarder comme nous parlons là, pour essayer de gagner un peu du temps. Mais ces gens-là sont au bout du rouleau. Et je pense que quand ils parlent de présomption d'innocence, c'est pour ça que j'ai dit que je ne sais pas si s'entend parler. Parce que la présomption d'innocence, c'est ce qu'ils ne peuvent pas intégrer dans leur façon de gouverner ou dans leur façon de gérer la justice. Parce qu'il y a au tribunal, dans les prisons, vous allez à la prison de Nubel, vous allez voir que les 4/5 des gens qui sont en prison sont des prévenus, ils ne sont pas encore condamnés. Qu'est-ce qu'ils font en prison? On ne sait pas ailleurs. Si on doit mettre, n'est-ce pas, des gens en prison dans ces conditions-là, on fait 2 prisons, une prison pour les prévenus et une prison pour les gens qui sont réellement condamnés. Mais chez nous, c'est un fourre-tout. Et pour un oui ou un non, vous vous retrouvez en prison et on ne tient pas compte de la présomption d'innocence. Je me demande pourquoi et comment est-ce que M. Sadi peut se permettre de parler de présomption d'innocence dans un pays comme celui-ci où les prisons sont remplies par les prévenus. Docteur oui, je pense que ce que M. Kouni vient de dire, je ne sais pas si... M. Kouni lui-même n'est pas en prison. Mais pourquoi que tout le monde est en prison. Lui demande pourquoi, qu'est-ce que les font en prison? Pourquoi lui n'est pas en prison? Je n'ai pas dit que tout le monde est en prison, monsieur Mendo. Mais vous dites qu'il faut aller en prison. Oui. Pourquoi pas vous? Mais il est le prisonnier de quelqu'un. Quelqu'un l'a choisi pour le mettre en prison. Non. Pourquoi vous pas vous? Je ne suis le prisonnier de personne. Ouais. Il est le prisonnier d'une personne. On est allé demander qu'on le prenne pour le mettre en prison. Non. Ok. C'est un otage. Vous n'êtes pas un prisonnier, c'est un otage. Oui. Ça, il faut le comprendre. Même que vous parlez bien maintenant. Après la première interrogation du gouvernement sur la présomption d'innocence, je crois que ce qui est plus sérieux, ce qui fait sérieux et ce qu'il faut retenir ici, c'est ce qu'il appelle l'emballement médiatique. Oui. Le gouvernement est surpris de savoir que même ses propres télévisions, même ses propres journaux commentent contre lui. Il dit, mais tout s'emballe. Le gouvernement ne contrôle plus les médias, ne serait-ce que sur la question Covid. Et si ça commence là, quelle sera la suite en ce qui concerne l'emballement médiatique? Alors le gouvernement dit, j'ai peur. Et comme il dit, j'ai peur, pour soutenir sa peur, il dit non. Si vous tous vous emballez, vous risquez de créer ce qu'on appelle la vindicte populaire. Et il rappelle donc, peu convaincu, que le Cameroun, c'est un état de droit. Or, lorsqu'on évoque la notion d'état de droit, ici, il faut respecter les lois, ne perdez pas de vue que ici, subrepticement, il veut demander aux médias de déstabiliser l'emballement médiatique, de créer le flou pour permettre au gouvernement d'influencer la procédure ou bien les procédures qui sont en cours. Alors, à côté de l'emballement médiatique, à côté de la présomption d'innocence, il faut maintenant opposer à ceci pour comprendre la force du gouvernement qui est l'opportunité des poursuites. Et comment on justifie cela?
souvenez-vous que le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a dû écrire avec assez d'énergie pour demander au secrétaire général de lui transmettre le rapport complet. Alors, qu'est-ce qu'on avait retenu? C'était le nom de qui? C'était les justificatifs contre qui? Vous voyez déjà les faits. Ensuite, n'oubliez pas que le procureur général, près du tribunal criminel spécial, est, entre parenthèses, un membre du gouvernement. C'est-à-dire, le ministre peut lui dire, ne poursuis pas tel, il ne le fera pas. Parce que le président aura, la présidente ou bien le gouvernement aura dit, ne poursuivez pas tel. Or, dans le cas de l'emballement médiatique, vous allez expliquer que non, on a laissé l'auteur, on a allé chercher plutôt le receveur. C'est pourquoi ils ne veulent pas se chorus sur ce problème. Parce que vous allez exposer ce qu'eux, ils veulent cacher. Alors, ils vous interpellent, ne jugez pas, attendez la justice. Non, on n'est pas en train de juger. Les médias qui s'emballent ne jugent pas. Cherchez à comprendre pourquoi ils se sont organisés pour ponctionner les 180 milliards. Même les médias pro-gouvernement chantent la chanson de non à cette fraude, de non à ce vol. Est-ce que vous connaissez un seul média pro-gouvernement qui n'a pas traité méchamment de ce sujet, qui a vomi ces détourneurs, entre guillemets? Non, en fait, c'est pour dire que personne n'est en train de valider le détournement. Personne. Là au moins, nous sommes en harmonie. Personne. Il faut donc dire au gouvernement que même si ce sont ses propres pions qui disent que ce n'est pas bon. Le gouvernement demande seulement qu'on attende le temps de la justice. Et quand ça va se prononcer... Jusqu'à présent, je ne vois pas un seul média qui a dit celui-ci sera condamné à 10 ans. Ou que celui-ci a volé 20 millions. Tout le monde est unanime pour dire, comme le rapport a dit, il y a le secrétaire général, il y a le financier, il y a le fils de tel qui a pris 1 milliard, il y a le chef de tel parti qui a envoyé son cousin prendre ceci, il y a la secrétaire de tel ministre. C'est la liste. C'est les noms qui nous surprennent. Alors, est-ce que c'est interdit de dire ce qu'on voit? C'est tout le problème. Non, on n'est pas en train d'embasser les gens. Dis donc au ministre que ce qu'il nous demande d'interdire là, lui-même, ça c'est l'interprétation que vous faites, c'est pas ce que le ministre a écrit. Explique-nous donc ce que le ministre dit. Le ministre demande seulement que les gens attendent le procès, en fait, la justice. Lequel procès a été forcé? N'oubliez pas que... Vous avez lu là qu'on a dit que le procès, les enquêtes sont en cours. Oui. Comment allons nous mettre... N'oubliez pas que le gouvernement n'a jamais accepté. C'est le fonds monétaire qui a obligé le président de la République à lui rendre compte. Non, quand le président de la République crée ce fonds, il crée aussi le mécanisme de contrôle. Aucun fonds. Ah, c'est vous qui avez Merci, on revient après le journal. C'est le G20. Dans un instant, le 20h de Cédric Noufelé, mais avant cela, une page de pub. Retour sur le plateau Equinox Soir. Nous sommes donc partis pour la deuxième partie. Equinox Soir, le temps du débrief, toujours en compagnie de maître Augustin Gueffac, Emmanuel Kougné, docteur Marcelin Bema et le conseiller municipal Vincent de Poliédé. On va monter un peu un cran au-dessus. On commence avec vous. 3 milliards, budget, conseil régional du littoral. Commentaire. Nous sommes déjà heureux que la première session de ce conseil ait pu se tenir, parce qu'on commençait à se demander où est-ce qu'on allait. Maintenant qu'il reste à peine 7 mois, un budget de 3 milliards, c'est peu. Mais bon, attendons de voir qu'est-ce qu'ils ont retenu comme projet. Et puis, je crois qu'à partir de là, ils pourront... confectionner des budgets plus conséquents dès l'année prochaine. Mais pour l'instant, déjà, nous avons tous été témoins des différents atermoiements, n'est-ce pas, avant même la tenue de ces travaux. Il y a quand même eu un séminaire pour les préparer à monter ce budget. Bon, je crois que les commissions vont se mettre en place pour travailler, parce que j'avoue que, et d'ailleurs, vous
vous les voyez très peu sur la place politique. Les conseillers régionaux jusqu'alors ne savaient pas dans quelle sauce est-ce qu'ils allaient être bouffés. Donc maintenant que les choses sont en train de se clarifier, bon, le budget de 3 milliards, c'est à peu près le budget de la commune de Douala 3e. Donc c'est très peu. Oui, très peu. Voilà, 3 jours depuis ce jour, ils sont réunis à la salle des fêtes d'Aqua, non loin du centre de production de Equinox Télévision, ici à Bonacoman. 3 jours pour réfléchir sur le plan d'action pour un meilleur cadre pour les populations de la région du littoral. Oui, c'est Alain, je crois qu'ils sont là depuis bientôt 5 mois. Ils ont tenu un conseil. Je me demande ce qu'ils faisaient pendant les 5 mois. Bon, on me dit qu'ils ont assisté à un séminaire, peut-être pour leur dire ce qu'ils ont à faire. Et j'avoue que ce conseil régional, ces régions ont été installées pour essayer de dire que les conseils régionaux existent enfin, parce qu'il y a d'autres institutions qui ne sont pas encore mises en place. On a parlé l'autre jour, n'est-ce pas, de la haute cour de justice et tout ça. Mais moi, j'avoue que c'est faible, c'est très faible ça. C'est très faible parce qu'on nous parle de 2 conseils régionaux sur 10. Et je crois que, j'espère que ça ne va pas devenir les communes d'arrondissement, parce qu'en 1989, quand on a élu les premières communes d'arrondissement, le premier conseil a fait 5 ans en ayant uniquement la dotation générale de fonctionnement de 500 millions. Ça veut dire qu'ils ne pouvaient mobiliser aucune recette. C'est quand on est allé à la deuxième mandature que les conseils municipaux de la nouvelle mandature ont pu réfléchir un peu pour voir comment mobiliser les recettes. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue que la loi de 2009 portant fiscalité locale a prévu les recettes des régions. Donc je crois que je pensais que pendant les 5 mois, ils étaient en train de réfléchir pour faire un ensemble de délibérations, évaluations, pour que leur budget ne soit pas une seule ligne. C'est-à-dire qu'en termes de recettes, que ce ne soit pas une seule ligne de financement, n'est-ce pas, qui va être donnée par l'administration centrale. Je suis presque certain qu'il ne peut pas avoir dans ce budget d'autres recettes. Parce qu'il y avait pour qu'il y ait d'autres recettes, il faudrait qu'il y ait des délibérations qu'ils votent pour pouvoir leur permettre de mobiliser ces fonds-là. Et je crois que c'est très faible de leur part. Et j'ai l'impression que c'était un peu prématuré, que ça n'a pas été préparé et qu'ils sont en train d'aller vers l'inconnu ou vers l'aventure. Et j'avoue que le Cameroun de 2021 ne doit pas être géré de cette manière. Je crois que l'État, ceux qui nous gouvernent, n'ont pas pris la mesure de la chose, ils n'ont pas fait en sorte que ces régions puissent se mettre en place de manière normale. Parce qu'ils sont en train de se débrouiller, on ne se débrouille pas dans... Parce que quand vous regardez le budget de la ville de Douala, c'est plus de 50 milliards, contrairement à ce que j'ai entendu, c'est 54 milliards. Alors, quand la région a 3 milliards, bon, il y a lieu de s'interroger. Je ne suis pas sûr que même le budget de fonctionnement... Il a dit Douala 3e, vous nous rappelez, Douala 3e, oui. 3 milliards, Douala 5e doit aller chercher dans les 5 milliards, un peu moins de 5 milliards, mais autour de ça. Donc, vous voyez bien la taille de ce que représente, n'est-ce pas, la région du littoral, parce que la région du littoral, ça veut dire 4 départements, c'est-à-dire le Mungo, la Sanaga maritime, le Nkam et le Vouri. C'est 4 départements. Donc, si on vous donne 3 milliards, comment est-ce que vous pouvez fonctionner? Même s'il faut seulement acheter des voitures et puis suivre un peu un certain nombre de choses sur le terrain, je crois que ces régions-là sont parties pour ne rien faire cette année. Peut-être qu'à l'année prochaine, ils pourront réussir à faire quelque chose, mais j'avoue que c'est médiocre ça. Ok. Docteur Bema, 3 milliards, dotation venue de l'État central pour améliorer le cadre de vie des populations du littoral. C'est suffisant, 3 milliards? Il faut savoir que ce budget, c'est le budget de fonctionnement. Oui. Nous sommes déjà à mi-année et que le conseil lui-même n'est pas encore terminé. On attend les résolutions du conseil. Parce que cette histoire-là où les gens vont très vite, plus que la musique, moi je ne peux pas me prononcer dedans. Je pense que le conseil, là, on nous a dit il pourra prendre fin demain après-demain. Et là, le communiqué final va sortir. Mais j'ai dit 3 milliards pour... il nous restait quelques 5 mois pour que l'année soit achevée. Et je crois que nous sommes tous d'accord que c'est le premier pas. Il y a le balbutiement et puis ils vont prendre la mesure de la chose au fur et à mesure que le temps passe. Okay. Donc c'est ce que je peux dire sur ça. Ouais, pour l'instant. Maître Ngefa,
cette situation Serge Alain, la région du littoral, 3 milliards. 3 milliards pour faire quoi? Quand et où? Ces questions, je pouvais apporter mes modestes réponses si les 32 décrets qui devaient accompagner cette loi sur la décentralisation étaient déjà disponibles. Mais je me souviens qu'il y a 9 mois, l'État nous a annoncé seulement la mise à la disposition de 6 décrets. Donc vous voyez, on va de la médiocrité à la médiocrité. Bon, faisons avec du provisoirement définitif. Encourageons au moins ceux qui ont été élus à gérer les 3 milliards. À la fin, ils vont nous dire ce qu'ils en ont fait. C'est tout. Voilà tout ce qu'on peut dire. On revient donc à l'essentiel. Vincent de Poliédé, je continue d'insister. Il y a même des journaux qui nous font croire, qui laissent croire que le ministre de la Communication veut protéger, c'est-à-dire cette solidarité, les solidaires des autres membres du gouvernement qui sont depuis quelques jours livrés à la vindicte populaire. Bon, c'est normal. Ça, c'est un angle de lecture. Oui. Mais tel que je l'ai dit tantôt, le ministre de la Communication, en réalité, est dans son rôle. Il fallait bien qu'il intervienne. Il fallait bien qu'il dise quelque chose. Mais est-ce que c'est ce qu'il fallait dire qu'il a dit? Nous sommes tombés d'accord ici pour dire que c'est une sortie quand même qui nous laisse dans notre soif. Mais elle est quand même opportune parce que effectivement, il faut tempérer les Camerounais qui actuellement ça va dans tous les sens. N'est-ce pas, qui pensent que on voudrait peut-être protéger quelques amis, quelques ministres. Et le représentant du MSC l'a si bien dit ici. Pour ce qui on se montrer solidaire, ce n'est pas éviter que les foudres ne s'abattent, la population, que les ministres, certains membres du gouvernement ne soient jetés à la vindicte populaire. De toutes les façons, tel que je l'ai dit, il est dans un rôle, sauf qu'il n'aura pas la décision. Nous savons bien d'où la décision viendra. Donc, sa solidarité là maintenant, bon, peut-être qu'elle peut être de façade. Peut-être que, mais comme je le dis, en réalité, ça a quand même apaisé. Ça a quand même apaisé les ardeurs des uns et des autres. Maintenant, nous restons tous éveillés et les yeux rivés vers le TCS qui, nous l'espérons, va démêler les chevaux, n'est-ce pas, et ressortir les différentes fautes de gestion. Je signale quand même ici qu'il y a des ministres qui sont en prison pour quelques fautes de gestion. Ben, apparemment, il y en a une trentaine pour un seul. Bon, attendons maintenant que les enquêtes judiciaires nous fixent sur les fautes de gestion des uns et des autres, et en cas de détournement, que les auteurs soient reconnus, et maintenant qu'on passe au procès pour voir. Mais nous souhaitons que, pour ce qui est des détournements, que l'argent nous revienne, que ça revienne dans les caisses de l'État. Okay. Parce que c'est un argent sacré, c'est un argent qui était pour la santé des Camerounais, pour la vie des Camerounais. Ok. Emmanuel Kounié, qu'est-ce qui, à votre avis, explique cet emballement, le terme utilisé par le ministre de la Communication, cet emballement médiatique, cet engouement de la population à vouloir voir un peu plus clair dans cette histoire de Covid-Gate? Mais le ministre de la Communication, moi je ne sais même pas pourquoi il sort maintenant pour dire tout ce qu'il dit là. Pourquoi est-ce que quand les fonds ont été mis à disposition, lui en tant que ministre de la Communication, quand le gouvernement a décidé de gérer d'une certaine manière, il n'a pas communiqué? Il aurait dû communiquer, parce que c'était un événement quand même, hein, 180 milliards mis à la disposition de l'État du Cameroun pour pouvoir riposter contre le Covid-19. Je crois que la bonne administration aurait voulu que le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, nous dise quelque chose par rapport à ça. Mais il n'a rien dit. C'est plus tard qu'on sortira un papier pour nous montrer comment ils ont partagé les 180 milliards dans je ne sais pas combien de ministères. Non, moi je crois que il faut pas. Ce genre de sortie, c'est une opération de sauvetage. C'est-à-dire que tout le bateau est en train de prendre l'eau et puis on dit on saute par où pour s'échapper. Moi je crois que si les gens sont sérieux, ils doivent être rationnels du début à la fin. C'est pas à la fin que quand ça s'emballe
qui doit intervenir pour nous dire non, il ne faut pas faire ceci, il faut y a la présomption d'innocence. Non. Lui, quand il nous dit ça, il aurait pu aller un peu plus loin en nous disant que, bon, ce qui est vrai, c'est que voilà le mécanisme qui avait été mis en place. Et ça a été fait selon les règles de l'art. Ici, il y a même quelques ratés, dont ne vous emballez pas. Mais il vient nous parler du rapport et dit il faut qu'on attende. On attend quoi? Lui-même, quelles sont les informations qu'il a par rapport à ça? Il n'a aucune information. Il n'a pas d'information. Il nous met seulement devant une situation, il demande de respecter la présomption d'innocence. Et puis quoi? Tout le monde le sait. Que dans les livres, dans les textes, on parle de présomption d'innocence. Tout le monde sait aussi que la présomption d'innocence n'est pas respectée chez nous. Est-ce qu'il est en train de parler à qui? C'est à nous qu'il parle. Il parle pas aux enfants. Moi, j'ai tous mes enfants, tous mes amis politiques qui sont en prison. La présomption d'innocence n'est pas respectée. Mais il vient me parler de présomption d'innocence à moi. Moi, je crois que quand ce monsieur parle de présomption d'innocence, je me demande à qui il parle. C'est à moi aussi qu'il parle. Non, il ne peut pas dire des choses comme ça. Moi, je crois que s'il veut prendre parti ou bien s'il veut à tout prix dire quelque chose, qu'il dit tout simplement qu'on attend de la justice. Et puis, moi, j'ai toujours dit que quand les gens sont agressés de cette manière, quand il est démontré que les gens ont acheté du matériel à 10 fois le prix, quand il est démontré que un produit qui peut coûter 3 milliards a été acheté à 23 milliards, ça veut dire tout simplement que les gens se sont mis l'argent dans les poches. Et en ce moment, nous ne comprenons pas pourquoi des ministres qui sont accusés de cette manière, qui sont soupçonnés, si vous voulez, d'avoir posé des actes pareils, ont encore des gendarmes, on les appelle au TCS, ils débouchent, ils se présentent au TCS avec tous les attributs. Ça pose un problème? Non, ils doivent démissionner, ils doivent se mettre à la disposition de la justice. Parce que quand ils viennent avec tous ces attributs, ils influencent la justice. Ils ne doivent pas aller devant la justice de cette manière-là. Parce que c'est sont influençables au TCS? Non, quand vous êtes un ministre de la République, vous représentez la République, vous portez tous les attributs de la République, vous promenez avec la République. La voiture de la République, le gendarme de la République, tous les attributs de la République. Donc, on va écouter l'avis de Maître Ngefa Kapopo. Est-ce que ça peut influencer le cours des événements? Lorsqu'on vient, le ministre vient avec gendarme et tout ça, tous ces attributs, ça peut influencer de ce côté-là? D'abord, tous ces individus n'entrent pas dans le bureau du procureur général, Oui. ni dans le bureau du juge d'instruction. Non, on ne parle pas du bureau, on dit lorsqu'ils arrivent quand même. Non, je vous explique. Oui. Le TCS, c'est un bâtiment. Oui. Et chaque juge d'instruction a son cabinet dans lequel il instruit. N'entre que celui qui est concerné. Non, le problème d'Emmanuel Kounia à un autre niveau, est-ce que on ne devrait pas être déchargé de certaines? Parce que quand on reste quand même ministre, est-ce que ça ne joue pas? Là, il pose un autre problème. Voilà. La confiance qui a été accordée à ces individus qui sont aujourd'hui en situation, est-ce qu'ils méritent encore la confiance de celui qui les a nommés au nom du peuple? Oui. C'est-à-dire, tous les regards qui sont braqués sur eux démontrent que dorénavant, il y a ce qu'on appelle une perte de confiance. La simple suspicion met ces mises en cause en situation au regard de la confiance que le peuple leur a accordée à travers le président de la République qui les a nommés. Donc, il faut d'abord qu'ils restituent cette confiance et qu'ils aillent à la conquête de la nouvelle confiance, qu'ils aillent se justifier. Mais comme ils n'ont pas honte, comme ils ne savent pas ce que signifie avoir honte, ils s'en foutent, ils se moquent, ils baissent la tête, ils vont chez le juge, ils reviennent, ils baissent la tête, ils continuent. C'est ça la difficulté. Dans un pays normal, où les hommes nommés respectent d'abord leur conscience et non les intérêts, volontairement, ils auraient démissionné. Mais ils sont combien qui ont démissionné au Cameroun dans cette situation? Parce que mis en cause. Je ne vois pas un seul. Ok, Emmanuel Kounia. Bon, je disais donc, quand le ministre de la Communication fait la déclaration qu'il fait là, moi je vous ai dit, pour moi j'appelle ça une opération de sauvetage. Et je ne suis pas sûr qu'il est en train de servir ces gens-là. Moi je crois qu'il est dessert même, à la limite. Parce que tout ce qu'il dit, nous sommes tous au Cameroun. Et on sait comment les choses se passent. Ce qu'il dit là, c'est des faits, c'est-à-dire c'est des situations, il y a eu d'autres personnes en pareille situation et on n'a pas dit des choses comme ça les concernant. Il a établi que les gens ont posé des actes. Vous avez vu, quand il a fallu que l'opération Épervier
se penche sur le cas des gens comme l'ancien ministre des Finances et les autres, le directeur général du Crédit Foncier et tout, au moment où on a pensé qu'ils devaient répondre de leurs actes, on les a déchargés le même jour avant de les envoyer au DCS. Ils ne sont pas allés, ils sont pas allés devant le juge en étant ministre. On les a déchargés, on a fait un remaniement et puis on les a conduits devant le juge. Mais d'où sort-il qu'on nous amène des ministres devant le juge? Mais un ministre, c'est une autorité. Quand il arrive, le procureur l'appelle comment? Excellence? Comment il l'appelle? Bien sûr. Alors, Excellence, monsieur le ministre. Oui. Dès que vous l'appelez Excellence, ça veut dire qu'il est comme votre propre ministre. Parce que demain matin, il peut devenir, cesser d'être ministre de là où il est pour être le ministre de la Justice. Donc vous le regardez d'en haut. Et quand vous le regardez d'en haut, vous allez dire tout ce que vous dites. Sa personne et le poste qu'il occupe influencent, n'est-ce pas, son interlocuteur, la personne qui l'interroge. Donc, il y a eu d'autres cas. Nous avons vu le directeur du Crédit Foncier, nous avons vu le ministre Abba et d'autres. Quand il fallait qu'ils aillent devant le juge, on les a déchargés. Vous allez me dire qu'il y a un ministre en fonction qui a été mis en prison. Oui, mais ceux que nous connaissons, qui ont subi ces choses-là, quand ils sont allés devant le juge, ils n'étaient plus ministres. Donc le président de la République a pris soin de les déposer et de les mettre à disposition. Un mouvement, moi je crois que vous pensez à un mouvement dans le gouvernement? Non, ils sont déjà rentrés dans la cacophonie. Moi, je crois que ce qui est en train d'être fait là, vous pouvez voir qu'on tourne en rond comme ça et un matin, on vous dit ça n'a rien donné, etc. Parce que comment voulez-vous que ça se passe de cette manière? Moi, je ne fais pas confiance à cette procédure. C'est Alain, je vais compléter parce que ensuite Docteur Bema va dans son cas, dans ce cas, le pouvoir va nous répondre. Il va nous dire que ces individus ne bénéficient d'aucune immunité. Ce n'est qu'un cas de conscience. À l'heure actuelle, seule la conscience des mises en cause doit l'interpeller pour qu'il comprenne qu'il a fauté. S'il est chrétien, il doit savoir ce que signifie le devoir de conscience. La loi n'interdit pas au Cameroun qu'un ministre en fonction, qu'un directeur en fonction soit entendu. Si son ministère est très sérieux, alors le président de la République doit donner l'autorisation. Or, tout le monde le sait. Dans le communiqué lui-même, il le dit. Le président de la République a autorisé leur audition, que les enquêtes soient ouvertes. C'est-à-dire, la liste lui a été présentée. Il a visé comme d'habitude, ok. C'est-à-dire, il a donné l'accord que la confiance que j'ai placée, je mets ça en réserve, qu'ils aillent s'expliquer. Il aurait mieux fait en disant, au lieu de mettre OK, il les aurait déchargés. C'est son impérium. Mais figurez-vous, décharger près de 30 personnes dans un gouvernement pas assez au moins. Ça risque de les charger lui-même. Mais c'est vidé. Sauf qu'il y a d'autres qui ont l'immunité, même l'immunité parlementaire. Deuxième chose, puisqu'ils ont tous des marchés. Deuxième chose, vous savez, les procédures au Cameroun ne durent pas le temps normal. Alors, si quelqu'un est convoqué devant le juge pour être jugé, il passe 69 audiences. On ne l'interroge pas. Alors, vous savez que ce qui a commencé là, le bal va s'arrêter quand? En attendant, il faut que le gouvernement vive. C'est aussi ça. Ok, docteur Bema, vous semblez... vous faites partie de ces Camerounais-là qui sont rassurés par la sortie du ministre de la Communication. Nous avons commencé au départ, je vous ai dit que les gens sont en train de condamner certaines personnes. Vous avez suivi la conclusion des uns des autres ici. C'est la condamnation tout à fait. Bon, mais est-ce qu'on peut condamner quelqu'un? Nous avons demandé, le ministre demande que les gens attendent. Les enquêtes sont en cours. Dans le communiqué, c'est bien précisé, les enquêtes sont en cours. Il faut que les gens attendent, souffrent d'attendre un peu le résultat des enquêtes pour dire qui est condamnable ou pas. Mais tous les Camerounais sont condamnables. Il n'y a pas à dire que... Et je vous ai dit que le RDPC ne valide pas ces exagérations. Si les gens ont commis des crimes financiers, il faudrait qu'ils répondent. Le président de la République lui-même en a dit cela, que ceux vont répondre, vont rendre gorge. Je crois que tel que ça sera établi, les uns les autres vont répondre. Mais il n'est pas question maintenant que quelqu'un parte démissionner. Ce n'est que des enquêtes. Et si vous démissionnez et que vous vous retrouvez blanchi dans cette histoire, on fait comment? Qu'est-ce qu'on fait alors?
Il ne faut pas aller plus vite que la musique. Il faut que les gens essayent de supporter, ils attendent. C'est tout. Les enquêtes sont ouvertes et puis ça prend le temps que ça pourra prendre, mais ça sera connu de tous. Donc je dis ici que le Camerounais doivent rester calme et comme le ministre de la Communication vient de dire dans le communiqué, qu'on attende, qu'on fasse confiance à la justice et elle sera faite. Personne pour le dire, vous allez attendre, comme dit le ministre. Il faut faire confiance à la justice camerounaise. Ben oui, c'est un pouvoir et qui doit s'exercer. Donc nous attendons que le pouvoir judiciaire s'exerce effectivement et que au cas où les gens sont coupables, qu'ils bénéficient d'un procès équitable. Surtout que l'État rentre dans ses droits parce que l'État a été pénalisé. Les Camerounais ont été pénalisés. Donc attendons juste de voir, tout simplement. C'est votre sentiment également? Non, je crois que peut-être cette fois, ils vont nous présenter une justice équitable. Puisqu'à tous les coups, nous assistons à une justice à plusieurs vitesses. Il y a des gens qui sont en prison et où le juge lui-même... Mais monsieur Kouré, pourquoi vous n'êtes pas en prison? Mais pourquoi je dois... Puisque vous pensez que les gens sont en prison pour rien, pourquoi vous n'êtes pas en prison? Il y a des gens en prison pour rien. Vous citez vos camarades. Oui. Pourquoi ils sont en prison? C'est pour être honnête quand même. Pourquoi ils ne sont pas jugés? Mais vous savez pourquoi... Je ne suis pas contre qu'on soit en prison, mais il faut entrer en prison, il faut être jugé, il faut être condamné. Mais vous ne pouvez pas mettre quelqu'un 9 mois en prison sans rien lui dire. Et puis des gens que vous avez ramassés dans la rue. Ils doivent attendre le temps de la justice. Ah oui, si le temps... Bon, ceux-là qui ont donc volé doivent aller attendre en prison. Personne n'a volé ici. Non, puisque nous avons vu les faits. Les faits sont têtus. Les gens ont acheté des objets à 10 fois le prix. Ils doivent attendre en justice. Vous avez vu ça, monsieur Koumi? Mais j'ai le rapport. Ah. J'ai le rapport. Mais et puis le noir Nietzsche, avant ça, il a sorti les faits avec des éléments précis. Donc vous ne pouvez pas nous faire croire que vous habitez, je ne sais pas, sur la planète Mars. Ces faits sont têtus, sont vus, sont connus. Vous ne dites que ce n'est pas des faits. Je vous le dis donc que... Vous ne dites que ce sont des tracts. Vous n'allez pas venir mettre ça sur la table ici. Vous ne pouvez pas appeler le rapport de la Chambre des comptes. C'est signé de qui? Non, quand vous dites que vous... C'est signé de qui? C'est signé de qui? Nous prenons même des textes de loi dans l'ordinateur. Le rapport est signé de qui? Non, ça vous voulez faire la diversion. Non, pas de diversion. Je crois qu'on est venu ici pour être sérieux. On est sérieux parce que vous parlez des gens qui sont en prison. Ils ne peuvent pas nous parler de justice équitable. Peut-être qu'ils vont faire une justice équitable maintenant, parce qu'ils sont concernés eux-mêmes. Ils vont nous montrer une justice équitable. Et peut-être qu'après avoir été... Qui est concerné? Après l'équité de maintenant, ils vont être équitables pour tous les autres. Parce qu'ils auront mis sur pied une justice équitable, et puis ils seront équitables envers les autres. Parce qu'ils n'ont jamais été équitables. Cette justice n'a jamais été équitable. Sinon, je ne comprends pas ce que nos camarades font, nos amis politiques font en prison. Et s'ils peuvent... Cette justice peut être équitable cette fois. Je souhaite qu'après cette équité, qu'il puisse être équitable vis-à-vis de tout le monde. Parce que je crois que tout le monde, les gens sont égaux devant la loi. On devrait être égaux devant la loi. Ce qui n'est pas le cas chez nous. Voilà, Maître Gueffak, nous entendons. La justice, les Camerounais doivent avoir confiance en la justice. Saint-Jalin, je vais demander aux médias, parce que le communiqué du gouvernement s'adresse aux hommes de médias, à ceux qui occasionnent ce qu'ils appellent l'emballement médiatique. Alors, on ne vous demande pas de vous taire. Il aurait dit. Il vous demande d'être journaliste professionnel, d'investigation, de ne dire que ce qui est vrai. D'ailleurs, c'est ce à quoi tend le Cameroun, puisque lui-même il le dit, nous sommes un État de droit. Nous devons agir dans le cadre de la légalité. Donc vous les journalistes, menez les vraies investigations, creusez davantage, édifiez le peuple qui vous attend, faites chorus pour une fois, les presse pro-gouvernement, un coup de chapeau, parce que pour une fois vous êtes indexé par ceux-là que vous avez toujours soutenu, creusez, parce que demain nous nous porterons mieux, et ensemble le Cameroun sortira grandi. C'est tout ce que je peux dire. Merci. Non, je suis d'accord avec lui. Vous êtes d'accord avec Maître que la vérité triomphe, que les journalistes restent professionnels, qu'ils cessent d'aggraver les situations, qu'ils ne soient pas là comme... Non, mais vous avez entendu ce que M. Kouni vient de dire là. Hein? Il est sur les allégations et il prend ça comme des vérités absolues. C'est ce que nous disons non. Il faut investir et il faut s'investiguer et trouver la bonne
la vraie vérité, comme on dit souvent, la vraie vérité pour que les gens et les autres... Oui, oui. Ok. Parce qu'il y a des gens qui corsent sur la vérité. Et ils disent que c'est de la vérité. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Nous n'allons pas condamner les gens alors qu'ils ne sont pas encore jugés. Ce n'est pas la population qui fait, ou bien le journalisme qui fait la justice. La justice a un corps. Je demande et ce corps est en train de faire les enquêtes. Nous attendons les enquêtes. Ce que les gens font en prison, c'est quoi? Vous avez jugé ces gens-là. Mais vous êtes tous sortis d'où? Vous êtes au Cameroun. Les gens sont en prison et n'ont pas été jugés. Les gens sont là. Vous ignorez ce qu'ils ont fait. Ce qu'ils ont fait. Non, moi je peux. C'est moi qui dis. C'est ça vos gens. Moi je sais même pas si c'est en prison. Je ne suis pas d'accord avec cette justice-là. Vous n'êtes pas d'accord, c'est vous, c'est votre point de vue, c'est normal. Si c'est ça, c'est votre point de vue, mais vous n'êtes pas. Retenez donc qu'ils ne seront donc pas justes. Oui, mais ils ne sont jamais justes. Est-ce que vous êtes juste quand vous dites que tel n'est pas juste? Moi, je ne suis pas l'État du Cameroun. Ah bon. Donc on leur demande d'être juste. Laissez alors l'État faire son travail. Non, il ne fait aucun travail. Ce qu'ils font, nous ne sommes pas d'accord. Vous faites tout le travail. Ils sont en train d'embastiller les gens qui n'ont rien fait. Et les voleurs sont dehors. Continuez à demander que en prison. Et vous, on continue à les juger. Continuez à demander que les gens continuent à défier l'État. À défier l'État. Ceux qui ont volé n'ont pas défié l'État. 180 milliards. Vous appelez les gens voleurs. C'est ce que je suis en train de dire ici depuis que vous ne pouvez pas appeler les gens voleurs. Vous n'avez quelle preuve? Ils ont volé chez vous. Vous voulez plus que quelle preuve? Mais on est en pleine enquête. Nous attendons les enquêtes. Cher monsieur, vous pouvez dire que maintenant c'est le jour, tout le monde voit que c'est la nuit. On ne va pas vous tuer pour ça. Donc vous pouvez refuser tout. Non, monsieur. Puisque vous ne voulez ni accepter. Monsieur, on connaît votre exagération. Tout le monde connaît votre exagération. Même toi. Mais bien sûr. C'est pas la première fois qu'on se retrouve sur le plateau. Merci pour l'injure. Merci. Ce n'est pas une injure, cher Annie. Merci, docteur Bema. Merci à vous, Emmanuel Coué. Merci, Charles Serge. Merci, monsieur le conseiller Vincent de Poliédé. Merci, Serge. Voilà. Merci, maître. Merci à tous les téléspectateurs. Soyez toujours scotchés de partout. Merci à tous nos amis qui aiment bien nous voir chaque soir. Construisons ainsi notre beau pays. Et merci une fois de plus à tous les médias qui ont fait chorus. Ensemble, nous allons bouter l'ennemi hors de ce pays et il sera le paradis. Merci. Voilà. Madame, Monsieur, nous sommes arrivés au terme de ce numéro, le premier de la semaine. Et qui nous soit, on se retrouve demain, lorsqu'il sera 19h. Bonsoir, Simbok.